Je propose maintenant de laisser la parole à Jean-Michel Jauger, donc directeur du système d'information des systèmes d'information, pardon, au syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne, le Z52, et responsable du service SIG de la communauté d'agglomération de Chaumont. Bonjour à tous, donc je vais déjà vous présenter le syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne. Donc en fait, il y a 115 élus qui siègent dans nos assemblées. Nous sommes 32 agents pour un budget de 50 millions d'euros avec 3 grandes thématiques compétences, on va dire, c'est les déchets, l'énergie et le SIG. Alors, en ce qui concerne les déchets, alors on a depuis le 1er janvier l'EPCI de Meuse qui viennent nous rejoindre, qui sont les portes de Meuse. Avant, c'était que la Haute-Marne, mais maintenant, on est un petit peu sur la Meuse. Mais on gère alors surtout la collecte du centre de la Haute-Marne. Et il y a encore 2 SMICTOM Nord et SMICTOM Sud en plus qui gèrent la collecte. On a une usine de valorisation énergétique donc qui est sur Chaumont et qui a un réseau de chaleur sur la ville de Chaumont et qui génère de l'électricité. On a aussi le suivi de 2 centres de tri sélectif et un suivi de 2 centres d'enfouissement technique qui sont des anciens centres d'enfouissement de déchets où on doit surveiller, avec le drone, on surveille les digues et on surveille aussi les lexivia, les jus qui en sortent. Et on a aussi un réseau de 25 déchetteries. Pour le bloc énergie, on a la distribution publique d'électricité, l'éclairage public et les bornes de recharge des véhicules électriques. C'est les 3 compétences du bloc énergie. Alors, sur le bloc SIG, on a mis un outil à disposition de nos 43 adhérents qui sont des communes, EPCI, des syndicats des eaux. Donc, c'est en 2018, le syndicat a pris la compétence d'éclairage public et de ce fait, on a mis en place un SIG. Mais on ne savait pas si on allait mettre en place un SIG spécifique pour l'éclairage public ou si on allait mettre un SIG avec plusieurs thématiques pour aider un petit peu les communes, qu'elles soient petites ou grandes, mais au moins avoir un SIG à leur disposition. Et donc, on a lancé un questionnaire aux communes. Alors, on était surtout parti sur les réseaux parce que c'était un peu notre thématique du réseau et on s'est dit que ce serait pas mal de gérer aussi les réseaux d'eau et d'assainissement sur le SIG. Et puis, on commençait à entendre parler des réponses au DICT. Donc, on a lancé un questionnaire et là, bon, tout le monde nous a répondu en disant qu'ils étaient intéressés pour mettre leur réseau d'eau et leur réseau d'assainissement sur le SIG, mais en plus du cimetière, de gérer le cimetière parce qu'ils avaient des soucis du cimetière. Donc, on a commencé à regarder la thématique du cimetière et on s'est dit, bon, soit on va mettre le cimetière avec un logiciel spécifique métier cimetière sur le SIG et il nous faut la cartographie du cimetière. On s'est aperçu que dans les communes, les cartographies, enfin les dessins qu'il y avait papier dans les communes correspondaient pas réellement à la réalité. Donc on s'est dit, soit on avait des GPS de précision RTK à l'époque et on s'est dit, soit on va aller relever les emplacements ou pourquoi pas faire une photo aérienne, enfin une orthophoto, pour pouvoir après dessiner les emplacements et puis les gérer sur le SIG. Alors au début, on ne savait pas si on allait, on va dire, prendre un drone, mais s'est dit, on va faire des photos de drones par rapport à des privés qui avaient des drones. Et d'ailleurs, il y a une anecdote, le premier qu'on a fait venir, en fait, à cette époque-là, les drones, il fallait envoyer les informations par un PC avec un câble USB. Et donc, comme il l'a dit tout à l'heure, Bruno, il faut dire quand on a des personnes à côté d'un vol de drone, il y a toutes des réglementations. Il nous avait fait des réglementations comme quoi c'était dangereux et tout, avec des photos. Et quand il a lancé le drone, il avait oublié d'enlever le cordon USB rattaché au drone. Le drone a décollé avec le PC. Et on s'est tous retrouvés à terre et le drone a fini dans les arbres complètement explosé. Donc, on a vu que c'était quand même dangereux. Mais c'était aussi coûteux parce que c'était au moins 1 000 € par photo pour un petit cimetière. Donc, c'est là qu'est né le projet en disant pourquoi pas nous regarder si on peut aussi acquérir un drone et puis faire de l'orthophoto.
Alors, on s'est posé la question, donc on s'est dit: «Bon, ça sera bien pour gérer les cimetières, mais ça serait aussi intéressant pour faire de l'orthophoto, assez précise, 2 centimètres du pixel, pour pouvoir répondre aux fameuses DCT qui allaient arriver et puis, pouvoir faire du calcul de surface pour nos centres d'enfouissement, pour pouvoir, faire, on va dire une reconstitution 3D des digues, d'enfouissement, des centres d'enfouissement pour, pouvoir contrôler chaque année, savoir si les digues bougeaient et si, et ben, on était, conforme à la réglementation et qu'il fallait pas revoir, renforcer les digues. Bon, on s'est dit: «On pourrait faire aussi des photos d'illustration ou des vidéos». Les communes aiment bien, quand ils mettent dans leur gazette, s'ils ont inauguré une salle des fêtes ou quelque chose, avoir la photo de la salle des fêtes donc voilà, on en fait un petit peu aussi et puis, le contrôle d'infrastructures comme, des tuiles sur un toit d'une église ou des choses comme ça. Donc là, le projet de drone est né, donc il a fallu, bah, comme on a dit tout à l'heure, se former, faire les habilitations. Donc à l'époque, les habilitations, nous, fallait être, télépilote, fallait être pilote d'ULM, enfin, la partie théorique, hein. Mais par contre, c'était assez compliqué d'avoir cette partie-là et puis, bah, la formation du drone et on a acheté 2 logiciels. On a acheté Pix4D qui nous permet d'interpréter et puis de créer, l'orthophoto à partir des photos qu'on a fait du drone et puis Global Mapper qui nous permet, bah, de regarder les reconstructions 3D si elles sont bien, identiques ou pas, ou s'il y a des endroits où c'est pas tout à fait identique. Donc là, on a acheté nous un drone, un Hibi qui est suisse, autour des 15 000 € qui était RTK. Parce qu'on s'est dit pour faire de l'orthophoto, ce serait quand même pas mal d'avoir du RTK et qu'on soit vraiment précis sans être obligé de prendre beaucoup de points, géoréférencés pour recaler nos photos. Donc, on a acheté cet Hibi RTK et il y avait que lui qui était RTK. En fait, en drone, il y avait qu'une aile delta. Alors c'est une aile delta, mais bon, c'était intéressant, mais par contre, voilà, faut décoller assez loin surtout nous les cimetières sont autour des églises, au centre des villages et pour, une aile delta, l'inconvénient, c'est le décollage et l'atterrissage parce qu'il faut vraiment de la distance pour pouvoir atterrir et pour pouvoir décoller. Et il y a, je sais pas, 3-4 ans, on vient d'acquérir un nouveau drone qui est un Phantom 4 RTK. Bon, après, on voit que le prix était quand même, ça a vraiment descendu, mais les prix sont quand même moins chers. Mais c'était surtout le RTK à l'époque, ça coûtait cher, quoi. Donc, l'avantage et l'inconvénient des deux, ben, en fait, ils sont un peu opposés. C'est vraiment endurant, une aile delta. En plus, c'est léger, donc c'est pas dangereux, enfin, moins qu'un quadruptère, parce que le pire qui peut arriver, c'est une panne de batterie ou quelque chose comme ça, et donc après, il plane et c'est fait très, très, très léger. Donc, on s'était dit, c'était quand même pas dangereux. Si ça tombe, ça sera quand même pas trop dangereux. L'inconvénient, c'est le décollage et l'atterrissage. Il faut vraiment un espace vraiment ouvert pour qu'on puisse décoller et atterrir. Et par contre, il est très difficile à piloter. Par rapport au Phantom 4 RTK, c'est qu'il est facile à piloter, il est géostationnaire, on peut arriver à arrêter et puis prendre des photos très précises. Par contre, il est quand même vraiment moins endurant et puis il est un petit peu plus fragile. Alors, le déroulement d'un vol, donc, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut regarder la météo parce que ce qui est embêtant, c'est qu'on fait une déclaration de vol et la préfecture nous répond. Bon, alors ça va, nous, en Haute-Marne, ils sont assez réactifs et ils nous répondent assez rapidement. Mais on a un temps, donc ce qui est embêtant, là, on a aussi la possibilité de se connecter. Enfin, il faut se connecter sur un site internet et puis dire à quelle heure on va voler et quel jour on va voler. Alors, pour pouvoir voler, il faut déjà préparer le vol. Donc, lorsqu'on fait une orthophoto, ce qu'il faut, c'est que les photos soient régulières avec un taux de recouvrement. Donc là, on fait des paramètres, on regarde si on va voler à telle ou telle hauteur. Plus on va voler haut, moins on aura de définition en pixels de l'image. Plus on va voler bas, forcément, plus on est précis. On a le recouvrement des photos, c'est-à-dire qu'il faut absolument que les photos se recouvrent beaucoup pour qu'on puisse avoir un bon MNT ou MNS et une bonne, on va dire, recouvrement des images pour pouvoir avoir des informations précises et puis pouvoir reconstruire une image assez précise. Après, on règle aussi la vitesse de notre vol. Ici, là, c'est un petit cimetière qui fait 1700 mètres carrés. On voit qu'on a une durée de vol qui est de 8 minutes et on va prendre 190 photos. Alors après, ben, on lance le vol. Alors quand c'est un vol en orthophoto, c'est automatique. Donc là, comme c'est programmé, on lance le drone, il décolle tout seul, il va faire les photos qu'on lui a demandé de faire aux endroits qu'on lui a demandé de faire.
et après il vient réatterrir tout seul. Ce qui n'est pas le cas quand on fait un vol autonome pour aller regarder une toiture ou bien faire une vidéo, où là on pilote complètement le drone. Autrement, si on fait une orthophoto, tout est automatique. Voilà, donc après je vais passer au traitement. Donc quand on a fini notre vol, après on traite les images pour pouvoir avoir créé l'orthophoto. Donc on voit dans la première partie, on a notre position du drone avec les photos qu'il a prises. Alors on voit ici que ça a bougé un petit peu, il y avait un petit peu de vent. On voit même qu'ici il y a des photos qui manquent parce qu'il y avait certainement un petit peu de vent quand il arrivait là quand il a pris les photos. Donc on n'a même pas du tout les photos. Et on voit que celles-là, elles sont vraiment en biais. Donc la reconstitution ici ne va pas être terrible par rapport aux autres emplacements où on voit que les photos sont quand même assez régulières et assez horizontales. Après, on en fait un modèle numérique de surface. On voit ici le clocher de l'église, hein, donc on est en rouge, on est plus haut. Et ici, on voit les tombes. Donc on voit en même temps, peut-être cette tombe-là, elle a peut-être 4-5 cm, mais on arrive à voir la différence à 4-5 cm près. D'ailleurs, quand on a le MNS comme ça, quand on déplace avec la souris, on voit exactement de l'altitude et on voit que des fois, on passe de 2-3 cm de différence. Mais on fait déjà le modèle numérique de surface. Après, eh ben, forcément, on en tire l'orthophoto. Alors, et on peut faire aussi une reconstitution 3D de la partie là. Alors là, celle qui a été faite ici de reconstitution 3D, c'était pas pour faire une reconstitution 3D, parce qu'il faudrait aussi faire un peu mieux, c'est-à-dire les bâtiments, les prendre là, c'est à la verticale et voir les façades, alors que là, on s'est pas du tout amusé à faire les façades, mais on va voir, je vais faire une petite vidéo qui montre un petit peu la reconstitution. Mais franchement, même sans prendre des photos des façades des bâtiments, ça reste correct. Donc si on peut envoyer la vidéo. Voilà. Donc on revoit ici notre position du drone et les photos qu'on a prises. Donc on arrive à voir, donc on voit ici qu'elle est vraiment en biais, hein. Ici aussi, c'est un peu décalé, mais bon, ça c'est le vent, c'est un peu embêtant avec le drone. Le vent, c'est important, il faut prendre en considération le vent. Ici, on voit notre orthophoto. On voit ici que c'est moins bien, on voit que c'est un peu pixelisé. C'est ici où les photos ne sont pas propres. Mais autrement, bon, on voit notre MNS là qui est correct et on voit que dès qu'il y a un petit peu de hauteur, on voit tout de suite la différence. Ici, on voit l'altitude ici qui se déploie. Là, on revoit notre orthophoto. On voit notre petite tombe là où il sait qu'il y a quelques peut-être 10 cm, même pas de surélévation qu'on voyait tout à l'heure. Et ici, il y a une photo où on voit un arbre, en même temps, c'est bien de voler sans feuilles parce qu'on voit les tuiles en dessous alors qu'on ne voit pas à côté. Et là, j'ai fait une petite vidéo de la reconstitution 3D. Donc, on peut voir bien l'église quand même, bien les façades quand même. On arrive même à voir ici les candélabres, donc qui sont reconstitués, qui sont quand même petits et pourtant on arrive à les voir. Et les façades sont quand même pas mal alors qu'on n'a pas pris du tout de photos de façade. Et là, on voit l'intégralité de notre cimetière au centre du village. On voit, alors forcément, quand ça approche un petit peu, ça pixelise un peu. Forcément, voilà, il faudrait peut-être être encore un petit peu plus précis, c'est-à-dire voler un petit peu plus bas pour pouvoir avoir des pixels un petit peu plus petits. Mais ça reste quand même correct pour voir un édifice comme l'église, là, ça reste quand même correct. Avec le logiciel, on peut aussi arriver à faire mesurer des distances, des hauteurs. Donc là, si on clique sur un pixel, on arrive à voir toutes les photos. Il nous donne toutes les photos. On voit d'ailleurs qu'ici, il y a une voiture. Sur cette photo-là, il y a une voiture, mais par contre, elle n'est pas revenue là parce qu'elle est peut-être sur une photo ou deux. Et donc, il l'enlève quand il reconstitue l'orthophoto. Et après, à chaque fois qu'on clique sur un pixel, il nous donne les photos qu'on voit ce pixel-là. Et ici, on arriverait à mesurer l'épaisseur de la ligne de orange ici, ou mesurer la longueur, ou même refaire dessiner. Là, j'ai un exemple aussi où on a fait relever notre réseau d'éclairage public en RTK, on a fait une orthophoto, et ici on voit qu'on a un fourreau en acier de 10 cm, et quand on a superposé les deux images, on a vu que c'était vraiment précis, parce qu'on voit que le réseau d'éclairage public, il passe vraiment dans le fourreau, quoi. Alors que l'image n'a pas été recalée, rien du tout.
C'est directement la sortie du drone, on a mis l'image sur le SIG et ça nous a donné cette précision-là, quoi. Voilà en gros ce que je pouvais vous dire sur le drone au syndicat départemental d'énergie et des déchets de Haute-Marne. Eh ben, merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors, on a plusieurs questions. La première, c'est les zones d'enfouissement sont des zones historiques ou actuelles? Si elles sont actuelles, ce sont des déchets inertes? Si oui, pourquoi vérifier les digues? Alors non, c'est inerte, elles ont été fermées, il y a au moins une dizaine d'années, je pense à peu près, mais peut-être même plus que ça. Mais par contre, on a un devoir de les surveiller pour savoir parce qu'il y a des bâches et on doit surveiller les bâches pour voir que qu'il y ait pas de il y a des lexivias, c'est des ce qui coule en fait des déchets qui sont enfouis là et donc les digues, sont importantes et savoir si ça maintient, si ça elles sont vraiment solides, quoi. Donc on est obligé de les surveiller, c'est une obligation de l'ARS qui nous suit, les centres d'enfouissement qui ont été faits à cette époque-là. OK. Ensuite, pensez-vous que ces orthophotos peuvent constituer une alternative aux images raster, par exemple? Et est-il possible d'ajouter des coordonnées géographiques lors d'une prise de vue ou cela se fait, après? Bah, elles sont l'orthophoto, elle est forcément géoréférencée. Lorsqu'on fait notre orthophoto, alors déjà notre, comment? Notre drone nos drones sont RTK, donc forcément on a une position hyper précise, mais l'orthophoto que ça génère, elle est aussi très précise. On le voit sur l'image par rapport au pont en encorbellement, c'est vraiment très précis. Une fois qu'elle a une coordonnée géographique, l'orthophoto et on la monte facilement sur un SIG. OK. Est-ce que pour utiliser le modèle RTK avec Libby, c'est possible d'utiliser un réseau NTRIP, comme par exemple Orphéon, ou bien me faut-il ma propre base pour faire les corrections des coordonnées? Non, les 2 Et la sont même possibles. question pour le Phantom 4, Les 2 sont RTK. possibles. Nous, on n'a pas de base, on prend Orphéon ou bien, un réseau en fait qui nous donne, une correction, en direct des coordonnées géographiques, quoi. OK. La même chose pour le Phantom, C'est pareil, les 2 OK. fonctionnent exactement pareil. D'accord. Et là, c'est au moment où vous montriez, votre constitution avec la vidéo, quelqu'un demandait combien de temps pour ce travail de restitution? Alors ça dépend les photos qu'on a prises, ça dépend la grosseur, mais c'est de quelques dizaines d'heures à quelques jours, quoi. Enfin, si c'est vraiment on a beaucoup, beaucoup de photos, forcément, ben, c'est le temps de machine de calcul, mais après, c'est que l'ordinateur. Une fois qu'on a réglé les paramètres, on lance et puis, on attend que ça se termine, quoi. Mais ça peut durer, ouais, plusieurs dizaines d'heures, quoi, forcément. OK. Et quelqu'un demandait c'était avec quel matériel que vous générez, ces MNT, ces procs, ces RAM, ces cartes graphiques? Bah, alors, c'est le logiciel, Pix 4D et c'est des PC standards, hein, enfin, voilà. Bon, plus on a un PC puissant, forcément, moins ça va durer longtemps, mais après, c'est juste du nombre d'heures de calcul, quoi. OK, super, bah, merci beaucoup, pour toutes ces informations. Eh bien, merci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas dans le chat, on pourra vous y répondre plus tard. Vous les retrouverez toutes les réponses aussi, sur notre page web.